il est 8h32 dans la matinale. Il est temps de passer à l'interview du jour avec Cyril Martin. Alors rebonjour déjà Cyril, est-ce que tu es prêt à nous parler du nouveau Dreyfus ? Bah oui. Et toi Marion, tu es prête ? Oui, je suis prête. Eh ben on y va tout de suite, alors c'est parti. Nos questions à... Nos questions à... Nos questions à... Un nouveau Dreyfus, Jamal Zougam, bouc émissaire des attentats de Madrid, point d'interrogation. Voilà le titre du documentaire dont on va parler ce matin avec Cyril Martin, son réalisateur, enquêteur, j'ai envie de dire. Cyril Martin, bonjour. Bonjour. Alors votre film Un nouveau Dreyfus, on l'appellera comme ça, sera projeté demain, mercredi 6 avril à 18h30 à l'Université Paul Valéry en partenariat avec le ciné-club La Pantala. Il a déjà été projeté à Montpellier au Cinémed à l'automne 2015 et la semaine dernière au Café Gazette. Un nouveau Dreyfus pose la question de savoir si Jamal Zougam, un Marocain condamné pour les attentats de Madrid, 200 morts en mars 2004, ne serait pas un bouc émissaire. J'emprunte ici vos mots. La plus grande partie du documentaire est consacrée au procès de cette affaire qui a été filmé et dont il ressort que les éléments à charge contre Zougam sont bien minces, voire inexistants. Vous comparez l'affaire à l'affaire Dreyfus, dans le sens où les accusations de Dreyfus et de Zougam sont dues à leur appartenance ethnique et religieuse et correspondent aux clichés racistes de leur époque. Un nouveau Dreyfus est aujourd'hui encore plus que lors de sa projection en octobre, et plus encore qu'une projection il y a 3 semaines, d'une brutale et tragique actualité. Charlie, attentat de Paris, attentat de Bruxelles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour commencer le contexte historique de ce documentaire, les attentats de Madrid, c'était quoi ? Alors, les attentats de Madrid, donc c'est le 11 mars 2004, et c'est 10 bombes qui explosent dans 4 trains de banlieue qui rentrent dans Madrid un petit peu avant 8h du matin et qui font 200 victimes, 200 morts et puis 2000 blessés. Et voilà, donc c'est le plus grand attentat sur le sol européen si on accepte ce qui s'est passé en Russie sur les questions tchétchènes au début des années 2000. Voilà. C'était 3 jours avant les élections générales en Espagne, où la droite a perdu le pouvoir au profit de José Luis Zapatero, du PS, alors qu'elle était favorite. Et alors comment on en vient, Cyril Martin, à se lancer dans un tel projet d'investigation, de réalisation d'un documentaire d'une telle ampleur, qui se rapproche d'une enquête, en fait ? Alors moi, c'est une volonté de travailler sur l'histoire et sur la politique, qui sont des domaines qui m'intéressent énormément depuis tout le temps, et puis plus spécifiquement de travailler aussi sur les médias. Parce que le schéma un petit peu du documentaire, en fait, c'est de mettre en regard ce qui est sorti dans les journaux télévisés à l'époque, et de regarder ce qui est sorti dans le procès 3 ans plus tard, en 2007, et de voir le hiatus qu'il peut y avoir entre les deux discours, et voilà. Ça a été 5 ans, 6 ans de travail, d'épluchage des vidéos, 300 heures de films du procès. Vous avez trouvé ça où ça se trouve des heures de films de procès ? Eh ben, ça se trouve sur YouTube en 3 clics. En fait, en Espagne, ils ont la politique de filmer, de faire entrer des caméras et de filmer toutes les affaires de terrorisme. Avec, je pense, une petite arrière-pensée qui est de montrer aux journaux télévisés les images concernant les procès de l'ETA, donc des gars avec des tronches patibulaires, pour faire un petit peu peur à l'espagnol moyen. Et donc, ce procès-là n'a pas échappé à la règle, donc ils ont filmé ce procès. Et en plus de ça, toutes les images, donc 300 heures à peu près d'audience, ont été mises en libre accès sur Internet. Et du coup, voilà, il y a... Vous êtes réalisateur ou c'est dans l'autre sens, plutôt intéressé par l'histoire et par les médias et de fil en aiguille, cette affaire vous a interpellé ? Voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. Ouais, mais je suis autodidacte là-dessus, quoi. Et oui, c'est le sujet qui en fait réclamait de faire un film. Ouais. Et c'est pour ça aussi que ça m'a pris aussi longtemps. Donc en 2007, vous suivez un petit peu ce procès-là et tout seul, vous vous dites, il y a quelque chose qui cloche ? Non, pas tout seul, parce que... En fait, en Espagne, il y a quand même une partie des minoritaires, certes, des médias qui ont fait un travail de critique sur ce sujet. Donc, par exemple, j'ai pas visionné les 300 heures de procès. Je me suis pas mal appuyé sur le travail qu'avaient fait quelques journalistes. Et
Et voilà. C'était quoi la question ? La question c'était, on se dit à un moment donné, comment vous vous êtes dit quelque chose ne va pas dans cette histoire et je vais aller chercher plus loin. Ouais, non, mais c'est évident pour qui se penche sur le sujet sans a priori. C'est absolument évident qu'il y a un problème dans cette histoire et que Jamal Zougam, qu'il n'y a rien du tout contre Jamal Zougam, et voilà quoi, et que c'est une injustice du même ordre que celle qu'avait souffert Alfred Dreyfus à la fin du 19e. Alors justement, ce Zougam, pourquoi a-t-il été arrêté, sur quel motif et qu'est-ce qui cloche, même si on ne va pas dévoiler tous les arguments déployés dans le documentaire, mais quand même quelques éléments. Alors, lui, il est arrêté parce qu'il tenait un magasin de téléphone portable et une téléboutique. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 10 bombes qui explosent dans ces 4 trains, et il y a une 11e bombe qui est découverte, qui n'a pas explosé. Alors, le problème, déjà, un premier problème avec cette 11e bombe, c'est qu'elle n'est pas apparue dans les trains. Elle est apparue dans un commissariat presque 24 heures après. Et au procès, le chef des démineurs de Madrid est venu expliquer que ses équipes avaient fouillé tous les trains 4 fois, et que pour lui, c'était absolument impossible que cette bombe provienne des trains. Ce qui pose la question de savoir si cette bombe est vraiment une vraie preuve ou une preuve fabriquée. Et donc, dans cette bombe, le mécanisme de mise à feu, c'était un téléphone portable, et dans ce téléphone portable, il y a une carte SIM, et la police remonte à l'origine de cette carte SIM et tombe donc dans le magasin de Jamal Zougam. Donc c'est comme ça qu'il a été arrêté en fait. Mais n'importe qui peut avoir acheté la carte SIM dans son magasin, donc c'est pas une preuve que c'est lui qui a fait la bombe. Et du coup, il y a eu toutes sortes d'éléments qui ont été mis sur la table dans les médias pendant toutes ces années. Tout d'abord, ces empreintes digitales qui auraient été trouvées un peu partout, dans des camionnettes, dans des appartements. Un petit morceau de plastique qui proviendrait en fait du téléphone portable. Qui correspondrait, disons, à un trou dans le téléphone portable et que la police retrouve dans son magasin, donc qui prouverait que c'est lui qui a bricolé ce téléphone portable. Et donc ces éléments, empreintes digitales et morceaux de plastique, en fait, ont été ressassés maintes fois dans les médias et en fait sont complètement absentes d'un document qui s'appelle l'acte d'accusation, qui est en fait le document que produit le juge d'instruction au bout de 2 ans d'instruction. Pour détailler un petit peu son enquête. Et en fait, ces éléments sont complètement absents de ce document, ça veut dire qu'elle n'existe pas. C'était uniquement de la rumeur. Du coup, ça aussi, ça tombe complètement à l'eau, c'est pas des preuves contre lui. Et alors, les seules preuves qui restent contre lui, c'est les témoignages de deux personnes qui étaient dans les trains ce matin-là, mais qui sont venues témoigner pour l'une 3 semaines après l'attentat, et pour l'autre 1 an et 1 mois après l'attentat. Et donc, c'est des témoignages en fait qui sont pas fiables du tout. Qui n'ont pas de valeur. Pas de valeur, oui. Parce que même un quart d'heure après, même 2 minutes après, tous les juges du monde savent que on reconstitue énormément en fait nos souvenirs et qu'il faut prendre tous ces témoignages avec des pincettes. Mais qui ont eu une valeur aux yeux de la justice et des médias. Ouais. Et justement, vous disiez que ce qui vous intéressait aussi particulièrement, c'était le traitement médiatique de l'événement. Qu'est-ce qui a été particulier dans ce traitement médiatique là et interpellant ? C'est de se rendre compte que, vous voyez, moi, en quelques clics donc sur Internet, on peut avoir accès à ces audiences du procès. Et de voir que personne n'en parle quasiment. Donc en Espagne, je vous disais tout à l'heure, il y a quelques médias qui en parlent. En dehors d'Espagne, c'est vraiment personne, quoi. Et donc de voir la différence. Moi, disons que à une époque, j'avais un petit peu l'illusion de vivre dans une société où il y avait quand même un certain degré de transparence. Et là, j'ai l'impression de me rendre compte qu'il y avait un vrai problème démocratique. Et donc ça m'intéressait de travailler à mettre en lumière ça, quoi. Et puis aussi une récupération politique, puisque vous le disiez, ça a été ces attentats ont eu lieu 4 jours avant les élections en Espagne, et un parti a condamné l'État, l'ETA. ETA, ouais. Oui, alors ça, ouais, c'est une affaire qui, c'est un aspect qui complique encore un petit peu cette affaire. C'est que José María Aznar, qui était donc Premier ministre à l'époque en Espagne du PP, le parti de droite.
est tout de suite parti sur l'hypothèse et a communiqué en disant que c'était certainement un coup qui venait de l'ETA, donc un groupe indépendantiste terroriste basque. Mais en fait, il n'y avait vraiment aucun élément pour étayer cette thèse-là, et ça s'est vu assez rapidement, et probablement, en fait, il perd les élections 3 jours après, parce que une grande partie des Espagnols se sont rendus compte de cette tentative de manipulation. Lui, ça l'intéressait que les gens pensent que c'était les Basques, parce que c'était en fait son fonds de commerce depuis très longtemps, quoi, de récupérer des votes sur la peur de ce mouvement-là. Il s'est tiré une balle dans le pied. Un petit peu, ouais. Et aujourd'hui, où on en est, Jamal Zougam est encore emprisonné. Cette cause-là, la cause de cette personne-là, vous intéresse particulièrement. Et est-ce que ce film, ce documentaire, a eu un impact en Espagne, un impact sur cette enquête? C'est un peu idéaliste, mais j'ose l'espérer. Ouais, moi aussi. Et alors, j'ai pas. Pour le moment, je me concentre quand même encore sur la France et sur la version française du documentaire. Mais évidemment, je suis en train de faire une version espagnole que je vais essayer de diffuser là-bas. Donc, il n'y a pas encore de. Vous avez eu des contacts avec Jamal Zougam ou son entourage? C'est très difficile d'avoir des contacts avec lui. En fait, il est emprisonné dans des conditions très très dures. Il est en isolement, en fait, à condition d'isolement pendant 23 heures sur 24, et il sort 1 heure dans la cour, et je crois qu'il est tout seul en plus, il rencontre personne pendant. Donc oui, c'est quelqu'un qui est très difficile à contacter, son entourage aussi. C'est difficile. J'imagine qu'un des objectifs de la diffusion de ce documentaire Un nouveau Dreyfus, c'est d'une part de nous faire tous réfléchir sur ces manipulations médiatiques et sur ces notions de bouc émissaire, particulièrement en ce moment, et puis de faire avancer cette enquête et le cas de Jamal Zougam. Bien sûr. Une dernière question, comment on autoproduit et on autofinance un documentaire aujourd'hui et demain? Ouais, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui peut-être aurait été beaucoup plus difficile il y a 10 ans ou 15 ans. Mais aujourd'hui, en fait, il n'y a pas besoin, pour faire un documentaire, il n'y a pas besoin de matériel très cher, quoi. Il n'y a pas besoin de table de montage. On peut faire ça avec son ordinateur de bureau. Et puis, tous les appareils photo de moyenne gamme maintenant font de l'image vraiment pas mal, quoi. Du coup, avec le numérique, c'est un des avantages, quoi, peut-être de cette époque numérique, quoi, qui permet quand même de faire des choses plus de manière indépendante, quoi. Donc tout seul, en bidouillant sur l'ordinateur, avec l'appareil photo qui fait office de caméra, ouais. Et puis l'aide de quelques copains quand même. Moi, je sais pas du tout faire de musique, par exemple, et puis j'ai des amis qui m'ont fait de la super musique. Et voilà. J'ai juste une petite question à rajouter. Alors, sans comparer les deux œuvres vraiment, mais on a l'impression, je ne sais pas si tu as entendu parler du documentaire qui a fait grand bruit aux États-Unis, série documentaire et qui a très bien marché à l'international, Making a Murderer. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Alors, c'est aussi une idée d'un homme qui a été emprisonné pendant 18 ans sans raison, en fait, qui a été libéré au bout de 18 ans, qui s'est fait réaccuser d'un meurtre juste après. C'est l'histoire de ce procès-là, de savoir si c'était un procès d'intention, s'il était déjà condamné d'avance. Justement, comme je disais, c'est pas pour faire une comparaison entre les deux œuvres, c'était vraiment pour demander, c'est un truc qui s'est développé via Netflix, donc c'est Netflix qui l'a produit et qui l'a diffusé. Et toi, tu me dis justement que tu as découvert cette affaire, trouvé les vidéos grâce à Internet. Et comme tu avais cette idée justement de justice un petit peu transparente, est-ce que tu penses qu'on arrive un petit peu peut-être dans une nouvelle ère aujourd'hui grâce à Internet, où peut-être que le peuple, enfin la population pourrait justement regarder des institutions qui avant étaient très fermées? Est-ce que tu te sens un petit peu comme un pionnier de ça? Je sais pas si je me sens comme un pionnier, mais disons qu'il y a un outil là qui est une chance à saisir, quoi, pour faire mieux fonctionner la démocratie, c'est sûr. Après, malheureusement, les médias mainstream, on va dire, s'en sont saisis aussi. Il y a énormément. Moi, je fais pas beaucoup de réseaux sociaux, quoi, Facebook, Twitter, tout ça, mais tu t'aperçois que, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont noyées dans la masse. Et par exemple, ces audiences, ces enregistrements du procès sont là, n'importe qui peut les consulter, mais comme personne n'en parle, comme les canaux traditionnels d'information en fait parlent de milliers de choses d'autres,
Voilà, ça reste peu connu, quoi. Je me demandais aussi il me reste une toute petite minute. Bon, on va la prendre, allez. Allez, on la prend, c'est quand même passionnant. Avec tout ce qui se passe en ce moment, tous ces attentats à répétition en 2015 et 2016 près de chez nous, et pas près de chez nous, est-ce que cette notion de bouc émissaire est toujours le même type, c'est-à-dire une appartenance ethnique et religieuse, te questionne toujours autant? Est-ce que tu regardes tout ça de près ou pas? Ah oui, si, bien sûr. Et c'est vrai que quelque part, je pense que ce documentaire aussi arrive dans un moment qui est intéressant, entre guillemets, oui. disons intéressant pour lui, parce que on sent bien monter une forme d'islamophobie qui est entre autres basée sur des faits de terrorisme. Et donc c'est très important de faire le tri un petit peu là-dedans et de voir s'il n'y a pas de l'exagération, quoi. Voilà, je pense qu'on arrive au bout de cette interview. Si tu veux rajouter quelque chose, c'est le moment. Ah non. Non, Mais Merci à peut-être vous, si la simple petite question, parce qu'il y a la projection demain à 18h30 à l'UM3 dans une salle d'espagnol, je crois. Je suis pas sûr. La D09. La D09. Alors apparemment c'est la salle du département de cinéma, donc c'est une belle salle. Ouais. Et après, c'est ça, oui. Et après, c'est organisé par La Pantalla, c'est le ciné-club du département d'espagnol. Et si jamais, en plus de la diffusion demain, est-ce qu'il y a un autre moyen de retrouver le documentaire là, actuellement ? Actuellement, non. J'ai fait un site, donc vous pouvez voir la bande-annonce, vous pouvez voir des interviews, avoir un peu des éléments comme ça. Mais pour le moment, non, il n'est pas sur Internet. Je vais peut-être le faire à moyenne échéance. On n'hésitera pas. On espère. On n'hésitera pas à en parler si jamais tu la mettras. Merci encore, Cyril, d'avoir été avec nous ce matin, du coup, pour nous parler du nouveau Dreyfus. On rappelle, demain, 18h30, en D09 à l'UM3. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous.